Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. En ouverture aujourd'hui, nous reviendrons sur une annonce de Carrefour pour comprendre comment la grande distribution va déployer sa nouvelle stratégie numérique. Nous parlerons plus précisément du modèle des marketplaces et de la façon dont il peut s'appliquer au commerce traditionnel. Nous aurons à ce sujet en ligne Laure Legal de Miracle qui développe des solutions de place de marché clés en main. Et puis ensuite, nous ferons un baptême de l'air dans Smart Tech à la découverte du monde des drones. Nous nous intéresserons aux innovations technologiques, mais également aux règles qui encadrent leur utilisation. Sans oublier, bien évidemment, les inquiétudes, parfois même, on peut le dire, les peurs qu'ils suscitent. Alors, ce décollage est prévu pour tout à l'heure avec nos invités. Nous avons avec nous déjà Florent Mainfroy, qui est PDG de Clearance, une plateforme de gestion de vol de drones. Et puis Thomas Jumel, fondateur et directeur de Live Drone, un spécialiste en captation par drone. Pour parfaire ce tour d'horizon, nous ferons également appel à Bastien Lequérec, qui est membre du Collège solidaire de la Quadrature du Net, qui a saisi le Conseil d'État sur la question de l'emploi des drones de surveillance par la police. Avec nous également, en plateau, Victoire Sicora qui nous présentera sa sélection de news. Et puis on va parler gaming parce que c'est mercredi et aussi de logiciels libres parce qu'on n'en parle pas assez. Alors avant toute chose, on va s'arrêter donc un instant sur un enjeu de transformation majeur. La grande distribution ne peut plus rester sourde à la pression de la concurrence en ligne, mais aussi aux nouvelles attentes des consommateurs. Et en plein confinement, pourtant, leurs sites internet ont montré toutes leurs limites, générant des files d'attente virtuelles interminables, dépassant toutes celles que j'avais connues, en tout cas jusqu'ici, avec mon chariot un samedi après-midi. Les rayons numériques aussi sont, pour ainsi dire, vides si on les compare au volume que l'on trouve dans les hypermarchés physiques. Mais alors qu'attendent ces mastodontes de la consommation de masse pour que ça change ? Alors, à l'annonce de Carrefour de lancer cette marketplace hier, ma réaction a été de dire enfin. Et j'ai demandé à Miracle, qui a développé cette solution pour Carrefour, de nous en dire davantage sur cette si attendue accélération numérique de la grande distribution. Laure Legal, vous êtes vice-présidente chargée des ventes de Miracle. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors d'abord, vous pourriez nous préciser ce qui change avec cette nouvelle marketplace. Quelle est la nouveauté finalement ? Oui, alors déjà, une chose importante, c'est qu'on accompagne Carrefour sur cette stratégie de marketplace dans d'autres pays depuis de nombreuses années. Je vous donne un exemple en Espagne. L'Espagne a lancé la place de marché il y a 6-7 ans à peu près. En 6-7 ans, ils se sont hissés au 5e rang du e-commerce dans le classement en termes de trafic sur le marché espagnol, qui est par ailleurs un marché intéressant parce que quand vous observez dans le même classement le top 20 du e-commerce, 15 sites sont des places de marché. Donc, le lancement d'une marketplace chez Carrefour en France, c'est une annonce qui a été annoncée lundi, donc cette semaine. C'est pas nouveau pour le groupe Carrefour. Ce qui est nouveau, c'est que c'est une marketplace alimentaire et qui porte vraiment la stratégie du groupe. Alors, ce modèle de marketplace, clairement, c'est celui d'Amazon, qui a quand même plus de 15 ans. Donc, ma question, c'est pourquoi ce retard à l'allumage de la grande distribution ? Comment on peut expliquer ça ? Oui. Alors, peut-être en 2 mots, je pense que ça vaut le coup de rappeler ce que c'est qu'une marketplace, parce qu'on met beaucoup de définitions derrière. Donc, une marketplace, c'est un modèle dans lequel un acteur du e-commerce, qui peut par ailleurs être un acteur du monde physique comme les Carrefour, d'étendre sa gamme de produits, mais au lieu de les acheter, au lieu de les stocker, au lieu de les distribuer, de les mettre en ligne grâce à un écosystème de vendeurs tiers. Donc, le décollage des marketplaces dépend de la maturité des distributeurs, dépend aussi de la maturité d'un écosystème de vendeurs. Quand on regarde le e-commerce mondial aujourd'hui, 50% de ce e-commerce mondial est porté par des acteurs qui sont dotés d'une marketplace, mais ce sont des sociétés qui n'existaient pas il y a 20 ans. Donc ça reste relativement récent comme transformation. Et alors, qu'est-ce que vous fournissez comme technologie finalement en mettant en place une marketplace ? Où est la complexité ? La complexité, c'est que, effectivement, comme je viens de le dire, il s'agit de connecter tout un écosystème de partenaires, de vendeurs tiers sur cette place de marché. Donc, si on revient au projet de Carrefour lui-même, ils ont une ambition forte qui est de connecter plus d'une centaine
de marchands pour référencer à peu près 100 000 nouvelles références produits que Carrefour ne stocke pas. Et ces marchands, c'est qui? Ce sont des petits producteurs alimentaires de produits comme du bio, comme tous les produits sans, le sans gluten, sans sucre ajouté, sans sel, etc. De produits du monde, de produits qui sont, par exemple, de l'épicerie fine. Et donc, ces producteurs, évidemment, ils n'ont pas l'habitude de vendre sur Internet. On l'a beaucoup vu pendant la crise qu'on vient de traverser, qu'on traverse toujours. Ils étaient beaucoup en recherche, cet écosystème de producteurs en France, de canaux de diffusion de leurs produits, sans forcément pouvoir trouver le chemin le plus direct pour arriver sur la table des Français. Donc la marketplace de Carrefour, c'est l'opportunité pour eux de vendre sur Internet, là où au départ, ils ne sont pas très digital native ou très digital friendly. C'est ce que permet de faire Miracle. Miracle est le leader mondial des solutions de marketplace et la technologie permet de connecter d'un côté un écosystème de vendeurs très hétérogène et puis de l'autre côté un site e-commerce à destination des consommateurs. Donc en fait, c'est pas forcément uniquement une histoire de transformation numérique d'un géant comme Carrefour, mais de toute une chaîne, tout un écosystème de l'alimentaire dont vous nous parlez. Et alors à suivre, il y aura d'autres marketplaces. Là, on va un peu accélérer là en France sur ce sujet. Oui, on va accélérer. Il y a l'annonce de Carrefour. On ne peut pas forcément donner les noms tout de suite. Ce que je peux simplement vous dire, c'est qu'à la rentrée de septembre, on va avoir d'autres annonces majeures d'acteurs qui lancent leur place de marché. Donc ça va vite. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on observe cette transformation, pas uniquement dans la grande distribution, pas uniquement dans la distribution tout court. Ce sont toutes les entreprises finalement qui répondent à ce qu'on appelle l'économie des plateformes, à savoir trouver une valeur pour leur entreprise dans leur écosystème de partenaires et de fournisseurs. Et si on regarde des pays qui sont matures, par exemple les États-Unis et l'Angleterre, le e-commerce, tout secteur d'activité confondu, pas que dans la grande distribution, ils ont connu en 3 mois l'équivalent de la croissance en termes de pénétration du e-commerce que celle qu'ils ont connue pendant 10 ans. Alors ça, c'est effectivement quelque chose qu'on a entendu beaucoup dans le secteur du numérique. On a énormément gagné de temps sur les transformations numériques là, pendant le confinement. Merci beaucoup, Laure Le Gall de Miracle, pour votre commentaire sur cette actualité. On va passer aux autres news qui ont retenu notre attention, et en particulier celle de Victoire Sicora. Bonjour Delphine. Bonjour. Alors on démarre avec une news logicielle. Les résultats de la Grande École du numérique pour 2019 ont été publiés. Et oui, la Grande École du numérique, c'est un réseau de 750 formations au métier du numérique labellisées par l'État. Et il révèle à la fois une attractivité croissante et une diversification des profils. Le bilan 2019 montre en effet que de nombreux profils éloignés de l'emploi se sont tournés vers ces formations. Et en chiffres, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, le nombre de personnes ayant un niveau bac ou inférieur a progressé de 42% en un an. De la même manière, 53% des apprenants étaient issus de quartiers prioritaires et un quart étaient des femmes. Un chiffre toujours faible, mais bien supérieur au chiffre du secteur, car seulement 15% des femmes travaillent dans le numérique. Enfin, la Grande École du numérique a reçu 100 000 candidatures cette année contre 60 000 l'an passé. Le numérique reste donc un secteur d'avenir, et ce, malgré la crise. Côté business, une entreprise française spécialisée dans l'émission de titres restaurants a levé 70 millions d'euros. Oui, c'est l'entreprise Swile, anciennement Luncher, qui boucle sa 4e levée de fonds en vue de se diversifier dans les titres cadeaux et mobilité. Swile peut compter sur le soutien sans faille d'Index Ventures et d'Idinvest. Au cours des 3 précédentes opérations, Swile avait levé près de 45 millions d'euros. Leur solution de carte compilée les titres resto a convaincu 8 000 entreprises et bénéficie à 210 000 employés. Et quelle est leur ambition ? Ils souhaitent combiner l'ensemble des avantages salariés sur une seule carte et dépasser d'ici 3 ans les 20% de parts de marché. Alors Victor, on va terminer avec une news science. Vous allez nous présenter, nous parler du supercalculateur le plus rapide au monde. Alors Fugaku, c'est le cerveau électronique le plus rapide du monde et il est japonais. Il détrône de fait le supercalculateur américain Summit développé par IBM. La vitesse de Fugaku est de 415 pétaflops, soit près de 3 fois plus que son homologue américain. Pour info, le pétaflop vient de l'unité de mesure flop qui calcule le nombre d'opérations de virgules flottantes par seconde. Fugaku ne devrait être mis en service à 100% qu'en 2021, mais il a déjà été utilisé dans le cadre des recherches sur le Covid-19 pour modéliser les gouttelettes issues de la respiration dans les lieux fermés.
Et à terme, il pourrait servir à quoi, ce supercalculateur ? Eh bien, il pourrait contribuer à la recherche de nouveaux documents ou de solutions énergétiques et industrielles, voire même à la simulation de catastrophes naturelles. C'est la première fois qu'un supercalculateur arrive en tête de 4 classements, aussi prestigieux que le Top 500 ou le Graph 500. Merci beaucoup, Victoire Sicora, pour ces informations. Merci Delphine. C'est l'heure du décollage dans Smart Tech. On va parler des drones, technologie, usage futur. Alors les drones, c'est tout à la fois un rêve d'enfant, un loisir, mais aussi des fantasmes, puis des angoisses, des technos, on l'a dit, un futur. Mais c'est aussi un marché qui peine à décoller au regard des promesses, en tout cas sur le marché du loisir. Enfin bref, c'est un sujet absolument idéal pour créer une grande discussion avec nos invités. Thomas Jumel, je le disais, vous êtes fondateur et aussi télépilote de Live Drone, une société de production audiovisuelle spécialisée dans la captation par drone pour le cinéma, la publicité et la télévision. Alors le drone, pour vous, c'est clairement une passion, hein. Le drone, c'est une passion à travers l'image. En fait, on y est venu en réfléchissant à des moyens de capter différemment tout ce qu'on a à rendre compte. Et donc le drone, c'est un outil parmi d'autres, mais c'est un outil qui permet énormément de choses. Une grande aisance de mouvement, une aisance de point de vue, et il permet de réécrire un petit peu la narration sur un sujet qu'on va venir capter, que ce soit pour de la télévision, une captation d'événements, ou bien de la fiction sur de la publicité, du cinéma. Alors, vous n'avez pas un modèle de drone, hein, vous avez toute une flotte de drones. Est-ce que vous nous présentez quelques modèles ? Oui. En fait, on a du drone qui démarre avec... on peut utiliser du drone grand public, on peut trouver pour certaines missions très rapides, mais on a aussi des très gros drones. On en a chez nous une quinzaine de tailles différentes et avec des capteurs différents surtout. Nous, on se spécialise sur l'image. Et vous changez régulièrement ? Vous en achetez des nouveaux régulièrement ? Oui. En fait, c'est vraiment une activité, en tout cas en tant qu'entreprise, très capitalistique, puisqu'on va beaucoup investir. Le matériel se renouvelle. On va dire qu'une durée de vie d'un drone, ça va être à peu près 2 ans, alors qu'évidemment, le matériel est robuste et tient plus longtemps, mais il est aussitôt balayé par les nouvelles technologies. C'est vraiment un milieu qui est un laboratoire et qui permet qui focalise toutes les évolutions de technologie. On a des marques... Vous avez plein de drones chez vous, alors que vous Oui, on a des bureaux qui sont bien remplis maintenant, et effectivement, à un moment, il faut pouvoir avoir l'espace pour stocker tout ça. Ouais. Florent Mainfroy, alors vous êtes PDG de Clearance, qui est une plateforme professionnelle pour la préparation de missions drones. Du coup, vous travaillez ensemble et c'est l'occasion dans Smart Tech de vous rencontrer dans la vraie vie, donc j'en suis ravie. Vous êtes également un ancien membre du conseil d'administration de la Fédération professionnelle du drone civil. Vous, votre dada, c'est plutôt la réglementation, si j'ai bien compris. Oui, effectivement, on a cherché à faciliter la vie des télépilotes, des exploitants professionnels de drones, parce qu'en fait, faire voler un drone, techniquement, c'est devenu relativement simple. Les drones sont de plus en plus automatisés. Ils peuvent pratiquement voler tout seuls maintenant. Ce qui est important, c'est le cadrage, c'est l'image, c'est ce qu'on va aller chercher comme données, comme information. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est simple à piloter un drone ? Alors, ça peut être simple, effectivement. Après, ça dépend du niveau d'exigence derrière, mais oui, effectivement, c'est devenu de plus en plus accessible. Mais ce qui est très compliqué, c'est de savoir si on a le droit de le faire voler, à qui il faut demander l'autorisation et comment fonctionne en fait toute cette réglementation autour des drones. D'accord. Un exemple très simple, quand on va aller filmer par drone en décollant du toit de la tour Montparnasse, on imagine bien qu'il va falloir demander quelques autorisations à quelques personnes. Quand on va aller faire un survol de carrière en bout de piste d'un aéroport, effectivement aussi, il faut s'arranger pour que le drone ne se retrouve pas au milieu des trous d'atterrissage des avions de ligne. Donc tout ça, c'est une cartographie qui évidemment n'est pas tracée au sol, qui se compose en volume, c'est-à-dire qu'il y a différentes zones d'espace aérien qui s'empilent les unes au-dessus des autres. Et en général, les télépilotes ne sont pas des pilotes de ligne avant de se mettre au drone. Ils ont un métier qui est la captation d'images pour Live Drone, mais ça peut être des métiers techniques. Je parlais de carrière tout à l'heure, c'est un des usages du drone qui est de plus en plus fréquent. Pour faire de l'expertise technique Pour aussi, faire de l'expertise technique, exactement, de la surveillance de toiture, du suivi de chantier. Bref, les applications sont extrêmement nombreuses. Tous ces gens-là n'ont pas une formation de juriste en réglementation aérienne, ni nécessairement l'envie de passer la moitié de leur journée à traiter ces demandes d'autorisation. Alors je disais que c'était un marché finalement qui avait plein de promesses, mais qui ne les tenait pas forcément. Enfin, en tout cas, on ne voit pas cette explosion qu'on nous avait annoncée il y a quelques années. Est-ce que vous pensez que c'est lié
pallier au fait qu'on a une réglementation un peu trop stricte? Alors, je ne rejoins pas forcément totalement votre constat, dans la mesure où il y a à peu près 30% de sociétés qui font du drone en plus chaque année. D'accord. Et la croissance des opérations... Du drone professionnel, oui, exactement. Et la croissance des opérations, des missions de drone, des heures de vol, est plutôt de l'ordre de 50% chaque année. Okay. Donc on est vraiment sur une croissance qui est extrêmement forte de ce secteur-là. Ce qui est certain, c'est que c'est un secteur qui est très atomisé aujourd'hui. C'est énormément de petites entreprises, d'auto-entrepreneurs qui ont du mal effectivement chacun individuellement à trouver une rentabilité, à trouver un niveau d'activité suffisant. Et la réglementation ne leur facilite pas les choses. D'une part parce qu'elle est conséquente, elle est effectivement lourde à respecter. D'autre part parce qu'une bonne partie de télépilotes loisirs s'imaginent pro et ne respectent pas la réglementation. Et vont de ce fait récupérer des marchés à moins cher, puisqu'ils vont passer beaucoup moins de temps à préparer leur mission. Voilà. Donc il y a cette forme de concurrence dans le secteur. Sur le marché des drones. Oui, qui n'est pas forcément de la malveillance, qui est parfois simplement de l'ignorance des règles existantes, mais qui fait peser effectivement une menace sur les professionnels du secteur. Quels sont les usages, Thomas Jumel, qui sont les plus courants, mais aussi les plus spécifiques, vous, dans votre activité? Qu'est-ce qu'on fait avec un drone? Alors juste des prises de vue comme ça aériennes? Ouais, l'usage le plus fréquent, c'est effectivement, alors d'un point de vue global, pour le grand public, ça va être effectivement de s'équiper d'un drone acheté en grande surface et de se constater tout de suite en le faisant voler dans son jardin qu'on a des images stabilisées, qui sont impressionnantes de qualité et des points de vue assez innovants. Donc on se voit tout de suite dans des racines et des ailes en train de survoler un monument. Donc c'est vrai qu'il y a de ce fait beaucoup de gens qui se lancent dans cette aventure en recherche de reconversion ou d'une activité qui fasse attrait à la créativité. Donc c'est vrai que ça c'est un premier point qui attire énormément. Mais après on va demander beaucoup d'exigences sur un sens du cadrage qui va être plus un apprentissage de long terme de chef opérateur ou de faiseurs d'images. Et puis derrière, il y a des spécificités particulières sur le matériau. On fait, nous, typiquement de la prise de vue immersive en 360 degrés. Donc on intègre des caméras particulières sur nos drones qui permettent du coup de retransmettre un environnement dans un casque de réalité virtuelle, typiquement pour des expériences immersives. Et après, il y a des choses très spécifiques en sortant de l'image liées au capteur qu'on va mettre, de la thermographie, du relevé orthophotogrammétrique pour faire du relevé de chantier, des choses beaucoup plus techniques qui vont nécessiter des drones de plus grosse envergure et surtout des engins. On peut faire voler un laser, un lidar qui va coûter des centaines de milliers d'euros juste sur le capteur. Donc il y a tout un panel d'activités qui peuvent en découler, très spécifiques. Ouais, alors, il y a... Oui, pardon. Tout à l'heure, effectivement, le drone, c'est un outil. Et on voit assez rapidement que les gens qui s'en sortent dans ce domaine-là sont ceux qui ont un métier avant d'être télépilote de drone, que ce soit dans l'audiovisuel, que ce soit dans des métiers plus techniques, on parlait de thermographie ou de lidar. Le drone est un outil, en fait, au service de leur métier, un outil supplémentaire dans leur panoplie d'outils. Alors, il y a un usage beaucoup plus particulier, c'est celui de la surveillance. Et nous avons avec nous Bastien Le Quérec, qui est doctorant en droit public et membre du Collège solidaire de la Quadrature du Net. La Quadrature du Net, si vous me permettez de la présenter ainsi, c'est une association de combat pour nos libertés dans le monde numérique qui existe depuis 2008. Et avec la Ligue des droits de l'homme, la Quadrature a déposé une requête au tribunal administratif puis au Conseil d'État contre le déploiement de drones par la préfecture de police de Paris. Alors, bonjour Bastien Le Quérec, merci d'être avec nous. Bonjour. Je vous laisse nous rappeler le contexte, vous ferez ça très bien, de cette requête. Au début du confinement, nous avons eu vent d'une utilisation des drones par la préfecture de police pour faire des mesures, pour regarder ce qui se passait dans la rue et vérifier que les personnes respectaient les obligations de confinement. Or, cet usage de drones, non seulement était inédit, mais également en dehors de tout cadre réglementaire. Et à la fin du confinement, vers fin avril, nous avons réussi à obtenir suffisamment de documents au sein de la Quadrature pour déposer un référé liberté, donc une mesure d'urgence, pour demander au tribunal administratif de Paris d'enjoindre à la préfecture de police d'arrêter ce déploiement illégal de drones. Pourquoi ? Parce que les drones, par leur capacité très importante d'identification, grâce à des capteurs haute définition, à des zooms optiques, sont considérés, et le Conseil d'État nous a donné raison sur ce point, comme des traitements de données à caractère personnel. Et ce traitement de données à caractère personnel n'ayant pas de cadre réglementaire,
son déploiement était illégal. Et donc aujourd'hui, la préfecture de police de Paris, mais toutes les polices en France, doivent attendre l'existence de ce cadre réglementaire qui aujourd'hui n'existe pas pour déployer leurs drones. Et alors vous dites que finalement cette décision là, qui a été actée par le Conseil d'État, elle pourrait un peu faire cas d'école et créer un précédent sur le territoire. Qu'est-ce que vous espérez, vous, après cette décision ? L'idée, c'est vraiment de ne pas permettre à la police d'utiliser n'importe quoi, les moyens techniques qui sont à sa disposition. La fin ne peut pas justifier les moyens. Et c'est très important d'avoir un contrôle citoyen, un contrôle par un juge qui, avant la décision du Conseil d'État, n'existait pas du tout. Et la décision du Conseil d'État, effectivement, si elle s'intéressait uniquement au cas précis de l'usage de drones par la préfecture de police de Paris pendant le confinement, ces principes sont suffisamment généraux pour pouvoir s'appliquer à d'autres cas d'espèce. Et on a par exemple la ville de Nice qui, juste après la décision du Conseil d'État, a estimé que cette décision aurait comme conséquence d'interdire ces drones et a pris le soin, avant même qu'un juge ou que la Quadrature du Net lui demande, d'arrêter son déploiement de drones à Nice. C'est une histoire de consentement pour vous aujourd'hui. Enfin, là où il faut vraiment axer le discours, c'est sur la nécessité de prévenir et d'obtenir un consentement explicite ? Ça ne sera pas le consentement parce que une mesure de surveillance pour maintenir l'ordre public ne peut pas passer par le consentement. Les caméras de vidéosurveillance, aujourd'hui appelées vidéoprotection dans la loi, ne passent pas par le consentement. En revanche, il y a un encadrement de la vidéosurveillance et on pourrait imaginer un encadrement similaire pour l'usage de drones, avec notamment une limitation des possibilités techniques. Aujourd'hui, les drones peuvent voler n'importe où, au-dessus d'habitations privées, peuvent descendre très près du sol pour pouvoir filmer les personnes. Les caméras de vidéosurveillance, pareil, peuvent filmer des lieux privés, mais la loi impose à ce que les lieux privés filmés par les caméras de vidéosurveillance soient masqués. Donc on peut imaginer une réglementation qui s'inspirerait de ces garde-fous pour la vidéosurveillance et qui imposerait aux drones de ne pas voler au-dessus d'une certaine altitude avant que les caméras soient enclenchées, qui interdirait le survol d'une zone à forte densité. Il y a plein de possibilités et ça, c'est au choix du gouvernement et du ministère de l'Intérieur de choisir comment l'encadrement doit être fait. Mais aujourd'hui, sans encadrement, la police pouvait tout faire et ce que le Conseil d'État a refusé. Oui, on se retrouve finalement un peu dans la même situation que ce qu'on a vécu avec l'arrivée des premières caméras de vidéosurveillance. On est dans ce moment-là où les choses sont en train de se caler d'un point de vue réglementaire. Alors moi, je voulais poser la question à Florent Mainfroy sur l'évolution de ce cadre, justement, sur la législation en France et au niveau européen. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors, je n'aurai pas forcément de réponse sur le cadre de la vidéosurveillance, où Bastien sera sans doute beaucoup plus expert que moi. Sur l'évolution de la réglementation drone, effectivement, on est aussi dans un secteur qui est très jeune et où la réglementation évolue très vite. On a eu une réglementation en France dès 2012. On est un des premiers pays à avoir mis en place une réglementation sur les drones. Elle a été mise à jour en 2015, en 2018, en 2020. Et là, on va passer maintenant à une réglementation européenne qui va unifier les règles dans tous les pays européens. On arrive à se mettre d'accord là ? On arrive à se mettre d'accord et ça va permettre aux télépilotes de Live Drone d'aller faire un reportage en Belgique sans avoir besoin d'avoir le tampon de télépilote belge, ce qui sera quand même une certaine avancée. En revanche, on va garder un certain nombre de particularités dans chaque pays, notamment sur toutes les règles qui concernent l'espace aérien, puisque chaque pays est souverain sur son espace aérien. Donc malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle là-dessus, ça va rester relativement compliqué au niveau des espaces aériens et de la possibilité de voler. C'est une difficulté pour vous, ça, Thomas Jumel ? Oui, c'est une difficulté. En fait, le point positif, effectivement, ça va être d'étendre nos possibilités sur les pays européens. Bon, et l'inverse également est valable en termes de concurrence et de marché, bien sûr. Et ensuite, effectivement, il va y avoir des conservations de certaines choses sur l'espace aérien. Typiquement, je prends un exemple, vous le citiez tout à l'heure, avec la tour Montparnasse. Bon, Paris est aujourd'hui interdit de vol, il faut le savoir. Il y a des villes qui ne sont pas interdites de vol. On peut déposer des demandes préfectorales pour survoler les villes. Paris, c'est un contexte un petit peu différent. On peut imaginer que de toute façon, ça le restera, même après cette réglementation-là.
Voilà, donc ça va aussi générer encore plus de confusion au niveau du grand public qui se dira, bon voilà, maintenant il y a une réglementation, on sait qu'avec un drone de moins de 900 grammes ou 250 grammes, on peut voler potentiellement à proximité de personnes, jamais trop au-dessus, mais voilà, ça va un petit peu s'assouplir sur les drones légers. Et dans certains cas de figure, voilà, on aura quand même un espace aérien assez réduit. Bon, il y aura une petite partie d'adaptation. Voilà. Et en France, on va voir... Est-ce que ça va changer des choses sur l'innovation? Est-ce que ça va freiner ou accélérer des choses? Oui, ça change l'innovation. On voit notamment chez les constructeurs il y a un très très gros constructeur mondial de drones qui se trouve en Chine, DJI pour ne pas le citer, qui fournit l'essentiel du marché. On les voit attendre un petit peu sur quelques produits phares là, à sortir au niveau professionnel, de voir comment le cadre européen va se mettre en place, puisqu'il y a ces fameuses limites de poids. En fait, la réglementation européenne va être sur des catégories d'aéronefs et pas forcément sur des catégories de scénarios comme on a aujourd'hui. Aujourd'hui, en France, on a 4 scénarios de vol. Avec le cadre européen, il y aura, je crois, 3 ou 4 catégories avec des sous-catégories de drones. Donc, ça sera un petit peu plus découpé. Mais typiquement, drone de moins de 250 grammes, il y aura un cadre juridique particulier, 900 grammes, 2 kilos, 4 kilos, etc. Donc tout ça fait qu'ils cherchent à miniaturiser toutes les technologies. On parlait des supercalculateurs tout à l'heure. Voilà, les drones en sont aujourd'hui truffés. Donc c'est vraiment une course à la miniaturisation. Et c'est un des essors possibles aussi pour les usagers, et notamment, on pense aux services de l'ordre, mais aussi aux médias qui souhaitent avoir des drones pour survoler des manifestations. Voilà, des cas de figure où on a du public. Ça passera par la miniaturisation des drones avec des capteurs, une qualité d'image de toujours plus poussée. Et l'arrivée de la 5G, de réseaux aussi très haut débit qui vont permettre d'avoir des clusters de connexion. Oui, la 5G va permettre... locale, ça va permettre aussi de développer les usages, j'imagine. Bastien Lequérec, moi je me demandais justement si la question du cadre légal, c'était suffisant pour nous protéger, pour protéger nos libertés des dérives. D'autant plus que finalement, le problème, c'est peut-être pas forcément le poids du drone qui vole ou sa taille, mais c'est tout ce qui est embarqué, en fait, toute la partie logicielle, les algorithmes, la reconnaissance faciale. Enfin, est-ce qu'il n'est pas là aujourd'hui plutôt le point sensible ? C'est exactement là qui est le point sensible. Et initialement, la préfecture de police de Paris disait qu'elle se reposait sur la réglementation autour du survol des vols, et notamment un arrêté de 2015, mais à aucun moment sur le volet données personnelles, la préfecture de police de Paris pouvait justifier d'un cadre, puisque ce cadre n'existait pas. Et c'est précisément l'existence de ce cadre qui est exigé par le Conseil d'État avant que les drones puissent survoler. Parce que par leur capacité technique, un drone ne fait pas que voler, il enregistre, il peut analyser sur place. On a vu que les drones de la préfecture de police de Paris, même si cette fonctionnalité n'était pas utilisée, ont embarqué une fonctionnalité pour suivre à la trace une personne. Et donc les drones, dans leur logiciel embarqué, peuvent détecter une personne, la suivre, la survoler pour voir ses mouvements. Donc il y a vraiment un usage très étendu de la technologie, des possibilités très fortes qui, aujourd'hui, sont limitées par le juge en attendant que les droits et libertés soient respectés, ce qui, jusqu'à présent, n'est pas le cas, parce qu'il n'y avait pas de contrôle. Alors, Florent Mainfroy, je n'ai pas parlé de ça parce que c'était un peu votre vie passée, mais vous avez été également président de RInov, qui proposait un service aux agriculteurs par drone. Alors moi, je me souviens avoir rencontré votre associé qui expliquait que finalement, il y avait des réticences. Et c'était compliqué de convaincre les agriculteurs d'utiliser, parfois, pas tous, mais d'utiliser les drones pour surveiller leurs parcelles. Et là, ce n'était pas forcément des réticences pour des questions de liberté individuelle. Alors, comment vous expliquez que les drones puissent aussi faire peur à des professionnels qui en auraient a priori besoin ? Oui, effectivement, il y a un côté fantasme autour du drone. Et qui dit fantasme dit attente de solutions miracles parfois, mais aussi crainte, peur, frein à l'adoption. Et je crois quelle peur, c'est quoi? Je crois que c'est essentiellement cette peur d'atteinte à la vie privée. Vous avez un engin volant qui effectivement est équipé de caméras, qui est capable de voir d'au-dessus, dans votre jardin. Nécessairement, ça éveille des craintes. Je pense qu'effectivement, on a intérêt à avoir un encadrement qui soit clair et précis de ce que tout un chacun peut faire. C'est déjà relativement le cas. On a déjà... Puis c'est l'arrivée aussi de technologies lourdes finalement
dans les champs, dans les prés. Enfin, voilà, c'est quand même aussi une transformation, ce drone-là qui arrive sur des secteurs d'activité pas forcément préparés. Oui, même si l'agriculture est un des secteurs en fait, où on innove le plus. Vous avez des tracteurs aujourd'hui qui se conduisent tout seuls, qui sont capables de semer au centimètre près sur des distances incroyables. Mais les drones, non. Pour l'instant, c'est... Est-ce qu'on n'a pas une histoire de météo aussi qui joue, la fiabilité du matériel. Quand on a un opérateur en temps réel derrière un drone, bon, il est là pour adapter chaque situation. Quand on est sur du drone automatique, alors il y a des solutions qui arrivent, qui marchent très bien, mais un des freins principaux peut-être dans l'agriculture, est-ce que c'est pas la météo, tout simplement. Un agriculteur va investir à 10-20 000 euros dans un drone et le jour où il en a besoin, il pleut, il ne pourra pas le sortir ou alors il le sort une heure après, il y a des précipitations. Comment ça se passe? Disons que c'est l'avantage et l'inconvénient du drone, effectivement. C'est-à-dire qu'il faut être là sur place, évidemment, et le gros concurrent du drone dans l'agriculture, c'est le satellite. C'est, pardon? Le satellite. Ouais. Et donc l'imagerie satellite, elle a aussi ce frein de la météo, c'est-à-dire que quand il y a une couverture nuageuse, vous n'avez pas d'image satellite. Là où le drone peut voler sous les nuages pour aller prendre la photo. Donc c'est toujours difficile de dire si c'est vraiment un avantage ou vraiment un inconvénient entre le drone et le satellite. Ce qui est sûr, c'est que toute la partie réglementation est compliquée. Un agriculteur n'a pas forcément envie de passer 3 semaines ou 3 mois à se former pour devenir télépilote de drone. Et puis, si son champ, si sa parcelle est située à proximité d'un aéroport, c'est aussi compliqué pour lui d'avoir la possibilité de voler, quand il le souhaite, au-dessus de sa parcelle. Voilà. Donc ça, c'est devenu votre spécialité, en fait, d'organiser les vols et de gérer ce nouveau trafic aérien. Tout à fait. Et pour les télépilotes, on a plus de 2500 télépilotes qui utilisent Clearance aujourd'hui, mais aussi pour les aéroports. C'est-à-dire que les aéroports sont sollicités de plus en plus pour avoir des demandes d'autorisation de vol. Ça marche dans les deux sens, si vous voulez. Et donc il y a une trentaine d'aéroports aujourd'hui, dont Paris-Orly ou Toulouse-Blagnac, qui utilisent nos solutions pour gérer cet afflux de demandes de vol de drones et être capable de passer beaucoup moins de temps, de l'ordre de 25 minutes en moins par demande, pour autoriser les vols de drones. À Orly, on a même des autorisations automatiques si vous êtes suffisamment loin des pistes et suffisamment bas. Effectivement, c'est ce qu'on a constaté. On a un vrai écart entre avant les solutions où il fallait 5 jours pour avoir une réponse d'un aéroport. Aujourd'hui, on l'a quasiment dans l'heure avec les systèmes automatisés. Alors vous avez l'avantage d'avoir des clients qui sont hyper friands finalement de l'utilisation des drones. Moi, je ne connais plus un film où il n'y a pas une vue avec un drone. Comment vous voyez évoluer le marché? Parce qu'on va finir par se lasser de ces plans. Oui, bien sûr. Nous, ça nous arrive nous-mêmes lorsqu'on nous demande d'intervenir sur du drone. Alors pas forcément, justement pour répondre à des besoins de télé, c'est très spécifique. On nous demande du drone, on fait du drone, mais dans des entreprises qui s'adressent à nous, qui ont l'idée d'utiliser le drone, on leur propose des images au sol complémentaires assez rapidement parce qu'on leur explique qu'on s'en lasse vite. C'est fabuleux quand on a des choses fabuleuses à montrer. Mais la plupart du temps, c'est plus pour des plans d'illustration, on va dire, pour situer un lieu, ou alors après avoir des choses très techniques de suivi. Donc il faut quand même... Qu'est-ce qu'on va découvrir là de nouveau avec les drones? Alors la grosse tendance en ce moment, et sur laquelle nous on fonce tête baissée, mais avec conviction, c'est justement dû à la miniaturisation. C'est ce qu'on appelle les drones de racer, les drones de course, qui sont aujourd'hui non plus utilisés de manière ludique pour faire des courses, puisque effectivement on en a vu, il y a eu des courses très médiatiques sur les Champs-Élysées notamment, etc. Le drone vient de ce milieu-là, vient du modélisme. En fait, l'utilisation des drones pour l'image, ça a été du modélisme sur lequel on a mis des caméras, on les a stabilisés, et on s'est dit c'est fantastique, on fait des belles images. Et le modélisme a aussi évolué vers des engins de plus en plus puissants, de plus en plus rapides. Et c'est des engins qui, en 2 secondes, vont passer de 0 à 150 km/h. Donc c'est assez impressionnant en course à suivre. On les équipe aujourd'hui de caméras. Nous, on réfléchit à les équiper de caméras de cinéma, on les équipe de caméras immersives, de tout un tas de choses miniaturisées pour proposer des mouvements complètement improbables qui n'existaient pas avant. Ça promet des choses très très fun. Très dynamiques, très fun, et puis sur du suivi, du sport et tout un tas de choses. Merci beaucoup à tous les 3 pour vraiment ce paysage très contrasté, très complet sur les drones. Merci Bastien Lequérec de la Quadrature du Net aussi d'avoir participé à cette conversation. Nous allons maintenant nous détendre un petit peu. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech. Florent Mainfroid de Clearance et Thomas Jumel de Live Drone sont toujours avec nous. Et nous accueillons avec joie Guillaume Monteux qui va nous parler de jeux vidéo. C'est pour ça que je parlais d'une détente. Quel plaisir. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine.
PDG, cofondateur de la plateforme globale de publicité dans le gaming qui s'appelle Gatsby, est désormais invité du mercredi sur Smart Tech. Alors la semaine dernière, vous nous avez dit qu'il n'était pas impossible que la PS5 et la Xbox Series X soient les 2 dernières consoles physiques à sortir sur le marché. Tout ça à cause du cloud gaming. Alors justement, parlons-en de ce cloud gaming. Le cloud gaming, Delphine, c'est un nouveau rapport entre le joueur et le jeu qui peut littéralement bouleverser toute l'industrie du jeu. Je m'explique. On a toujours acheté nos consoles de plus en plus puissantes pour faire tourner des jeux de plus en plus gourmands. Côté jeu, traditionnellement et historiquement, on descendait de chez soi, dans son magasin, pour acheter son jeu, on allait l'installer sur sa console et on jouait. Plus tard, on nous a permis, au travers des stores Sony, Microsoft ou Nintendo, d'acheter ces jeux en ligne, de les télécharger et de jouer. Le cloud gaming, c'est l'étape d'après. Non seulement on n'a pas à se lever de son canapé pour acheter ses jeux, mais en plus, on n'a pas à se lever de son canapé pour acheter des nouvelles consoles. Pourquoi ? Parce qu'au moyen d'un terminal sans grande puissance, on va pouvoir jouer aux jeux dernier cri. Comment cela est possible ? Tout simplement parce que le jeu ne va plus tourner et s'exécuter en local, mais va s'exécuter à distance sur un PC surpuissant. Et au moyen de son terminal sans puissance, on va accéder à ce PC surpuissant au moyen d'une liaison Internet. Et vous voyez, la seule contrainte, c'est d'avoir une liaison Internet, on va dire, de très bonne qualité, sans latence, pour permettre au flux vidéo qui transite entre le PC très puissant du cloud et son terminal de bien transiter. Donc vous comprenez bien. Ça reste une contrainte encore aujourd'hui. Ça reste une contrainte. C'est pour ça qu'on est au début de ce cloud gaming. Absolument, absolument. Mais vous voyez que pour quelques dizaines d'euros qui représentent le prix de ce terminal, une manette qu'on a déjà chez soi et un abonnement Internet, on peut déjà faire tourner les jeux dernier cri. Donc, est-ce qu'on est dans un schéma où on va pouvoir se passer de console ? D'autant, et vous y faisiez référence tout à l'heure, que les réseaux très haut débit et la 5G vont accélérer ce mouvement. Donc, les consoles vont peut-être devenir ringardes ou des objets aussi gênants que le bruit de leur ventilateur quand elles font tourner les jeux 3D. En tout cas, cette avancée technologique fait très peur à Sony, à Nintendo et à Microsoft, parce que c'est l'avènement de nouveaux acteurs qui veulent les désintermédier afin d'avoir un accès direct aux joueurs, au client final. Et il y a deux types d'acteurs aujourd'hui dans le cloud gaming ? Absolument, Delphine. Alors, il y a 2 types d'acteurs. Il y a d'abord les acteurs qui vont vous proposer des abonnements, on va dire, d'accès à une capacité, à une puissance, à un PC très puissant dans le cloud qui va vous permettre absolument de tout faire, dont de jouer, et depuis lequel vous allez pouvoir acheter individuellement chacun de vos jeux. Vous allez payer un abonnement pour accéder à ce PC, puis chacun des jeux. Une autre, alors on va retrouver typiquement des acteurs comme GeForce Now, comme Google, comme Shadow. Il y a un autre type d'offre qui est une offre packagée, bundlée, 2 en 1, dans laquelle non seulement vous allez avoir accès à ce PC très puissant, mais vous allez aussi avoir accès à un catalogue de jeux restreint auquel vous allez pouvoir jouer. Donc l'avantage, c'est effectivement de vous proposer une formule 2 en 1. Le désavantage, c'est de ne pas pouvoir choisir ces jeux. Donc on va différencier les offres en fonction du catalogue de jeux. Là, on va retrouver tous les acteurs qui ont déjà un pied chez vous. Commencer par les fournisseurs de box, les fabricants de télé, les fabricants de smartphones, notamment Android. Tous vont essayer de capter un peu de valeur du cloud gaming. Très bien. Et alors, parmi les acteurs historiques des jeux vidéo, on n'entend pas beaucoup parler de Nintendo ? Vous avez raison. Alors, de la même manière que Nintendo n'annonce pas de nouvelles consoles cette année, ils disent n'avoir aucun plan dans le cloud gaming. Rien. Pourtant, le danger pour les consoliers, de mon point de vue, est réel. Non seulement il y a les acteurs qu'on a déjà cités, mais en plus, les GAFA vont essayer d'aller manger un petit peu d'un marché qu'on estime déjà à 4 milliards d'euros en 2021. Amazon, avec son Fire Stick, annonce une offre cloud gaming et on imagine que la plateforme Twitch va être une plateforme de promotion formidable pour leur offre. La terre commence un peu à trembler. Facebook, propriétaire d'Oculus, vient d'acheter une société espagnole qui s'appelle PlayGiga, spécialisée dans le cloud gaming. Et Apple, alors eux, ils n'ont pas un pied chez nous, ils ont carrément... au travers de leur Apple TV, qui est déjà compatible avec les manettes Xbox et PS4, non seulement investissent dans leur service Apple Arcade, mais en plus interdisent sur iOS tous les services de cloud gaming de leurs concurrents. La guerre a
clairement commencé. Les tranchées se forment. C'est parfait parce que du coup, ça va nous faire plein de sujets là tous les mercredis. On va pouvoir suivre cette guerre. Je vous le dis, Delphine, en 2020, les lignes tremblent. En 2021, il est fort à parier que certaines d'entre elles explosent. Merci Guillaume Monteux-Gazmi pour cette chronique Game Business. Et puis, on va se diriger vers le futur où souffle un vent de liberté. Et demain, que nous préparent les chercheurs, les ingénieurs dans leurs labos? Parmi les trouvailles et les casse-têtes de ceux qui fabriquent le futur, je vous propose de découvrir les travaux et les réflexions de Daniel Lebert, qui est enseignant-chercheur en informatique à l'Université d'Artois. Bonjour Daniel Lebert, merci d'être avec nous en ligne. Vous avez reçu la médaille de l'innovation 2018 de la part du CNRS pour votre conception d'un logiciel SAT4J. J'espère que je le prononce bien, vous allez nous le présenter, vous ferez ça bien mieux que moi. Dites-nous ce qui nous a valu cette reconnaissance à ce programme. Alors, donc on peut le prononcer SAT4J ou SAT4J, si on voulait le faire en français. Mais, voilà. Comme vous voulez, on peut le faire en français ou en anglais. Non, mais en fait, on le prononce mal, on le prononce SAT4J, donc on mélange le français et l'anglais, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, ce logiciel, en fait, c'est un logiciel qui, quand on est en informatique et qu'on fait de la recherche, un programme, c'est un peu de la connaissance exécutable. Donc, on a de la chance en informatique de pouvoir diffuser les connaissances, l'état de l'art, sous la forme de programmes exécutables par tout un chacun. Et donc, SAT4J, c'est un logiciel que l'on a créé pour représenter l'état de l'art de mon domaine de recherche autour du problème qui s'appelle SAT. Et d'où le nom SAT4J, et le J, c'est pour le langage Java. Et le problème autour du SAT, juste en quelques mots? Alors, bon, c'est un problème un peu théorique, compliqué, hein, qui est le problème de la satisfaction en calcul propositionnel. Donc, grosso modo, on s'intéresse à des variables qui sont booléennes, donc de valeurs, un peu comme un interrupteur ouvert-fermé. Et l'idée, c'est que si vous avez grosso modo des ampoules et des interrupteurs, les ampoules sont associées à des positions d'interrupteurs. On se demande, est-ce qu'il est possible d'allumer toutes les ampoules? D'accord. Si on a un cas tout simple, hein, on a deux ampoules et une ampoule qui est associée à l'interrupteur en position haute et l'autre à l'interrupteur en position basse, on ne pourra jamais allumer les deux ampoules ensemble. Donc maintenant, vous imaginez un problème où c'est un peu plus complexe que cela et on se pose cette question, est-ce qu'on peut allumer ou pas toutes les ampoules? Alors comme on a des interrupteurs, en théorie, ce qu'il faudrait faire, c'est prendre la position de chacun des interrupteurs et puis essayer toutes les combinaisons. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un problème combinatoire. Et ce que l'on développe depuis plus de 50 ans, hein, ce sont des programmes qui vont essayer d'être de plus en plus intelligents pour résoudre ce problème qui est à la base très théorique, mais qui, dans la vraie vie de tous les jours, a eu une importance, notamment dans les années 2000. On a eu une révolution autour de ce problème, puisque l'on a réussi à résoudre des problèmes. Quand je faisais ma thèse, c'était à peu près quelques centaines de variables, quelques centaines d'interrupteurs. Et maintenant, on en est à des millions d'interrupteurs. Donc, vous voyez, en termes d'échelle, ce que l'on a pu faire. Et alors justement, en termes d'échelle, pour bien comprendre l'impact qu'a pu avoir votre programme, combien de personnes aujourd'hui, si vous les avez comptées, je ne sais pas, utilisent votre logiciel? Alors, les gens, il y a des millions de personnes qui l'utilisent, mais en fait, des millions, mais elles ne le savent pas. Pourquoi? Parce qu'il est utilisé dans un outil qui s'appelle Eclipse. Et Eclipse, c'est une plateforme que l'on personnalise avec des blocs. Chaque bloc a des dépendances vers d'autres blocs. Tous les blocs ne sont pas compatibles. Et donc, on se retrouve à notre problème d'interrupteur, puisque chaque bloc, il peut être installé ou pas. Donc, on a les deux possibilités. Et les liens entre les blocs, ça revient au lien entre les lumières et les interrupteurs. Donc, on se retrouve à résoudre ce problème SAT pour savoir quel bloc il faut installer sur la plateforme pour une utilisation particulière. Ce que vous expliquez très bien aussi, c'est la naissance d'un logiciel finalement. Alors, c'est la résolution de problèmes. En l'occurrence, ce qui vous intéresse, c'est la résolution de problèmes informatiques et mathématiques. Mais vous avez un moment dans cette conception du programme, un autre choix, qui est le choix de sa distribution et donc de la licence. Et en l'occurrence, ce qui m'a intéressé dans votre démarche, c'est que vous avez choisi la licence libre parce que pour vous, le logiciel libre, et je suis d'accord avec vous sur ce point, c'est quand même une brique aujourd'hui fondamentale dans le déploiement des outils numériques.
Voilà, et donc c'est très important parce que typiquement, si je ne l'avais pas diffusé sous cette licence, il n'aurait jamais été utilisé dans Eclipse. Eclipse est un outil libre, et pour la petite histoire, j'ai conçu Sat4j à l'aide d'Eclipse dans sa version développement Java. Donc c'est en quelque sorte un juste retour des choses, mais c'est effectivement une manière de... donc c'est un commun, d'accord. Un logiciel libre, c'est un logiciel qui peut être réutilisé, qui peut être modifié, étudié par d'autres. Et moi, en tant qu'enseignant-chercheur en informatique, j'étudie beaucoup le code source des applications libres. Et le fait de le diffuser sous cette forme, on utilise trop, on associe trop libre et gratuit. En fait, un logiciel libre, c'est pas forcément un logiciel qui est gratuit, puisque c'est juste une manière de diffuser le logiciel. Et après, généralement, ce que l'on va faire payer, ça va être le service autour du logiciel. Donc c'est simplement une autre façon de concevoir l'économie autour du logiciel. Et alors, quelle sera la place du logiciel libre, selon vous, dans les années à venir? Est-ce que ça va être de plus en plus important ou là, il faut se bagarrer, en fait, pour la maintenir, cette place? Si vous voulez, moi, j'ai commencé à étudier le logiciel libre en 93, quand j'ai commencé à utiliser Linux. Et c'était un moment où Microsoft était beaucoup contre le logiciel libre et ainsi de suite. Maintenant, on est dans une situation où même Microsoft fait du logiciel libre. Donc le logiciel libre, dans la plupart des entreprises, toutes les technologies sont basées sur des briques de logiciel libre. Certains disent 80% à peu près. Donc l'importance du libre, c'est plus une question. Ça, c'est certain. Maintenant, le seul problème, c'est quelle est la place du libre dans nos administrations, ou par exemple, en termes du Covid, on a eu besoin de communiquer. On a certains logiciels libres qui sont apparus, et notamment nous, dans les universités, quand on a dû travailler avec nos étudiants, on a utilisé des outils comme Jitsi Meet ou Big Blue Button, qui sont typiquement des communs, c'est-à-dire des outils qui permettent de communiquer. Et le fait qu'ils soient libres, on peut les installer sur nos propres serveurs pour les utiliser avec nos étudiants, ou par exemple, certains clouds en France ont mis à disposition des instances de ces outils pour que tout un chacun puisse communiquer. Et c'est là que, s'ils n'avaient pas été libres, se serait posé la question du nombre d'utilisateurs ou pour les licences. Et là, le fait que ce soit libre, pour ceux qui avaient des machines et du réseau pour permettre leur utilisation, ont pu les mettre en place sans souci. Et alors donc vous pensez que cette période du confinement a pu éveiller un peu les consciences des grandes administrations, notamment de l'éducation nationale par exemple? Tout à fait, puisque depuis quelques semaines, vous avez apps.education.fr qui est un ensemble de logiciels libres qui sont maintenant utilisables par tout un chacun, qui n'étaient pas disponibles juste avant le Covid. Donc oui, bien sûr. Donc d'une façon, cette pandémie aura eu un impact positif et de toute façon, globalement, sur l'utilisation du numérique, que ce soit à la maison, dans des entreprises ou dans les administrations. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Daniel Lebert, enseignant-chercheur en informatique à l'Université d'Artois. Merci aussi à nos invités en plateau. C'est presque la fin de cette émission. Vous avez dans quelques instants le Lab Startup qui démarre avec 4 jeunes pousses innovantes et nous, on se retrouve demain.